Alors, Présidente, on va maintenant parler de la Super Détroit. Zoman FC et Guéry sont les deux premiers élus de la Ligue 2 lors de la prochaine saison. On connaîtra le dernier qualifié à l'issue de la dernière journée ce mercredi avec de belles affiches. Osa Guéry, Agir Lanfiara. La Super Détroit tire à sa fin. L'ultime journée de ce tournoi à 5 se dispute demain au stade Robert Champreau de Marcory et au parc des sports de Trècheville à partir de 15h. Si Zoman FC et le Guéry FC, 6 points chacun, sont déjà mathématiquement promus, le suspense reste entier pour le dernier ticket qualificatif. Troisième avant-terme, l'Agir FC a en effet l'obligation de victoire face à l'OSA au risque de connaître la désillusion au finish. En effet, malgré un écart de 2 points sur leur poursuivant, les hommes de Guy Berroy affichent le plus mauvais goal average, -7. Autrement dit, ça reste ouvert pour les 3 concurrents qui ne rêvent que d'une seule chose, rejoindre la Ligue professionnelle. Pour l'Agir, ce sera un comeback après de longues années d'absence. Quant à Lanfiara et à l'OSA, une promotion en Ligue 2 aura tout simplement des allures de découverte. Alors messieurs, vous qui suivez de bout en bout cette Super Détroit, est-ce qu'on peut dire que les deux premiers qualifiés pour la Ligue 2 méritent leur place? Bon, Zoman FC, c'est la formation qui, moi, est mon véritable coup de cœur cette saison. Équipe entraînée par Idriss Kofi Romaric, le président le connaît très bien, qui était du côté de la SEC d'Abidjan, la SEC Mimosa. Bon, ils n'aiment pas trop comment on dit la SEC d'Abidjan. La SEC Mimosa qui a décidé de s'affranchir et donc d'occuper un banc de touche. Il partait à Zoman, on se posait des questions de savoir si c'était le bon choix pour lui. Et aujourd'hui, on voit les résultats de cette équipe. Moi, je suis surtout content pour Idriss Romaric. On verra que sa formation donnera l'année prochaine en Ligue 2, mais je pense que c'est tout à fait mérité. Tiens, c'est tout à fait mérité, effectivement, pour cette équipe de Zoman FC de se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine. Ils ont été véritablement constants depuis le début de cette Ligue, de cette Détroit jusqu'à présent. Quand on remarque un peu en Super Détroit, c'est que des victoires dans cette Super Détroit. Et quand vous regardez un peu quand même Idriss Kofi Romaric, il a été pendant 3 saisons le coach de la réserve du côté de la SEC Mimosa. Il a réussi quand même à faire de très bons résultats avec ce club lorsqu'il y avait le championnat de réserve. Et puis ensuite, on le voit s'affranchir, et il a parfaitement raison de s'affranchir parce qu'il avait beaucoup appris auprès de certains techniciens. Et aujourd'hui, il a décidé de mettre cela au service de cette équipe de Zoman FC. Il a réussi quand même à faire venir aussi certains joueurs au regard quand même de son aura, du joueur qu'il a été dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, n'oublions pas aussi qu'avec cette montée, cela confirme un tout petit peu le fait qu'il a été le major de sa promotion lors de la saison 2019-2020 en ce qui concerne la licence CECAF. Donc ça veut dire tout simplement que c'est un excellent technicien qui est en train de démontrer tout simplement de quoi il est capable dans cette Super Détroit. Je sens beaucoup de fierté. Oui, moi je suis toujours pour la promotion des anciens joueurs. J'ai surtout les exhorter à passer leur diplôme pour être entraîneur. Passer leur diplôme pour être entraîneur. Et ceux qui l'ont fait, ils le font très bien. Je sais que Romaric est une équipe, les hommages je ne connais pas bien, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est une équipe, c'est un centre de formation, voilà, qui forme des joueurs pour les autres clubs. Mais donc c'est une très très bonne chose que Romaric ait pu prendre cette équipe. Il faudrait que les autres suivent son exemple. Oui, tout à fait. C'est important. Tout à fait. Alors, selon vous, quelles ont été les clés du succès de ces deux clubs, Zoman FC et Guéry? Pour moi, il y a d'abord l'expérience de Romaric qui fait la différence dans cette équipe de Zoman FC. Et surtout, sa grande qualité de technicien dans cette super, du côté de la 3e division ivoirienne. Il arrive quand même à faire venir des joueurs importants qu'il façonne à sa manière. Il a eu le temps de parfaire cela du côté de la réserve de la SEC Mimosa. Il vient mettre cela au service de cette équipe de Zoman FC. Les joueurs lui font confiance et ils acceptent de suivre son projet. Et je crois que ça a été amplement mérité pour lui ce qu'il a réalisé. D'accord. Alors des matchs de feu sont annoncés ce mercredi, notamment celui qui opposera Agir à Lanfiara. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre, de cette affiche? Bon, je voulais dire à première vue, c'est une rencontre qui semble être équilibrée. Mais bon, là, on est dans une phase délicate de cette Super Détroit. Et donc, bon, l'une de ces deux équipes va devoir batailler pour espérer, pourquoi pas, arracher un ticket pour la suite des événements. Ça ne va pas être facile. Mais on va suivre ça après moi, comme on l'a toujours fait depuis le début de cette compétition.
Je pense que ce serait une grosse affiche. Il y a la montée en Ligue 2, il y a la 3e place à prendre. Ce serait un match très disputé, un match avec un enjeu important, un enjeu capital pour ces différentes formations qui vont s'affronter. Je pense que ce serait un peu comme on a vu en Super Ligue 2, des matchs très engagés, physiques, où il y a beaucoup d'intensité. Oui, mais bon, attendez, quand on sait que Guéry est déjà qualifié, et là, je vais mettre les pieds dans le plat une fois de plus. Allons-y. Est-ce qu'on doit s'attendre à quelques petits arrangements Je n'ai pas poursuivi ma phrase. On va pas suivre votre regard cette fois-ci. Non, on peut craindre ça ou pas? Écoutez, c'est très difficile parce que de se prononcer là-dessus. Toujours est-il qu'on espère que l'équipe de Guéry va jouer franchement. Va jouer crânement, je dis va jouer franchement dans la mesure où c'est vrai qu'elle est qualifiée, cette formation, mais derrière, il y a forcément des joueurs qui ont envie d'avoir de la place. Donc, je pense qu'on va faire tourner l'équipe du côté de Guéry, mais ceux qu'on va mettre sur le terrain, forcément, vont vouloir démontrer de quoi ils sont capables à l'entraîneur. Et on espère qu'ils vont jouer crânement leur chance, mais il s'agira maintenant, je crois, pour cette équipe de Lian Fiara, de tout donner. Lian Fiara, voilà, j'y arrive, de tout donner pour obtenir sa qualification. D'accord. Allez, mais merci en tout cas pour ces informations. Alors, Président, on va passer à l'axe 2, si vous le voulez bien. On va parler de la CAF, objectif manqué. Et je vais inviter les téléspectateurs à commencer à nous appeler, oui, au 27 21 59 93 99. Si vous avez des questions à poser au président Jacques Anouma, eh bien, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas, appelez-nous. Alors, on va commencer donc par les dernières élections à la CAF. Président, malgré votre détermination à faire triompher la voie démocratique, le consensus autour de Patrice Motsepe a pris le dessus. Est-ce que vous avez vécu ça comme une frustration ou bien ou une trahison? Enfin, comment est-ce que vous avez vécu ça? C'est vrai qu'au début, avec tout ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire a investi pour cette campagne, vous avez le droit de sortir de là avec une frustration. Mais ce qu'on a privilégié, c'est l'unité de l'Afrique. Parce que, vous savez, j'ai tellement assisté à des élections où les perdants étaient laissés sur la touche et puis qui sortaient complètement du football. Donc on a privilégié l'entente. Voilà, l'unité autour de notre institution commune, parce qu'elle allait mal. Voilà, il fallait donc éviter à l'Afrique de se donner un spectacle. Donc nous avons tous fait le choix de l'entente et le consensus s'est porté sur Patrice Motsepe. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que quand je rencontre beaucoup de gens, ils sont frustrés, ils ne sont pas contents et tout, mais bon. Enfin, on a du mal à comprendre. Les choses se passent très bien quand même au niveau de la CAF. Mais Président, on a quand même du mal à comprendre que vous ayez fléchi comme ça, alors que j'ai pas envie de dire que tout était au vert, mais... C'était le favori, il faut le dire. Mais voilà, on ne comprend pas pourquoi vous avez fléchi. Est-ce qu'il y avait un deal derrière ça? Enfin... Les Ivoiriens ont tendance à dire c'est pas tout on dit. Ah ouais. Donc, Président, c'est pas tout on dit. Savoir. Accepter que la Côte d'Ivoire ait choisi cette voie-là. Voilà, ça n'a pas été facile à le faire, mais bon, au moins nous sommes présents. Vous savez, on était confrontés au fait que d'aller à une élection, vous avez la possibilité de gagner, comme de perdre. En général, quand vous perdez, mais vous sortez complètement du système. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en dehors de moi, il n'y a plus personne au niveau que ce soit du comité exécutif, de la CAF ou de la FIFA. Il n'y a plus aucun Ivoirien. Voilà, donc, est-ce qu'il fallait prendre le risque de quitter la table de négociation? Mes amis et moi, que ce soit le Sénégalais ou le Mauritanien, après avoir rencontré aussi beaucoup de chefs d'État et puis les autorités de ce pays, on a fait le choix d'aller à ce consensus-là. Président, à quel moment avez-vous accepté l'idée du consensus? À quel moment précis? Ça n'a pas mis longtemps. Je crois que quand on est arrivé au Maroc, on nous a dressé carrément le tableau. C'était pas évident. C'était pas évident.
Quelle était la plus grande contrainte pour vous? Qu'est-ce qui vous a véritablement, au-delà de ce que vous avez pu dire concernant le fait de ne pas présenter l'Afrique en spectacle, c'était quoi la contrainte en fait pour vous pour accepter d'aller à ce consensus-là? Mais si vous avez bien suivi mon parcours, j'avais souhaité dès le début que l'Afrique de l'Ouest ait un candidat. Mais nous étions 3. Cette réunion, aujourd'hui, je vais faire une confidence. C'est moi qui la présidais, d'ailleurs, la réunion du consensus, en tant que candidat le plus âgé. Quand on a fait le tour de table, mes 2 amis de l'Afrique de l'Ouest ont tout de suite accepté le consensus. Donc, il n'y a pas de raison que je fasse autrement. Mais alors, Président, certains observateurs trouvent quand même un peu aberrant que 3 candidats qui viennent d'une même sous-région n'arrivent pas à se mettre d'accord pour dégager un candidat unique qu'ils allaient suivre, mais vous arrivez à trouver un consensus entre vous, les 4 candidats à cette élection, à la CAF, et pour porter Patrice Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football. Quel commentaire faites-vous de cette réflexion? Je crois que c'est quelque chose qu'il faut qui est dans le domaine du passé maintenant. Je n'ai pas trop envie d'en parler parce que la Côte d'Ivoire a accepté d'aller à ce consensus. Sachez seulement que je n'étais pas seul dans ce combat-là. Voilà, c'est tout un pays que je représentais. Et je voudrais vraiment aussi rassurer certains Ivoiriens parce qu'il y avait certains qui avaient l'impression que j'avais pris un coup sur la tête et que j'avais décidé tout seul de quitter, d'accepter cette proposition. Non, je ne l'ai pas fait seul. Je pense qu'on a fait vraiment le tour de la question et on s'est tous mis d'accord pour dire, bon, ok, allons-y. L'Afrique de l'Ouest a accepté. Donc, j'ai donné mon accord. Vous avez raison. Non, je voulais poser une dernière question. C'est vrai que le président ne veut pas revenir là-dessus, puisque cela a été déjà fait. Moi, je veux un peu mettre l'accent sur le président actuel de la Confédération africaine de football, M. Patrice Motsepe. Rapidement. Nous le savons, c'est un secret de polichinelle que le président Gianni Infantino a beaucoup poussé pour que M. Infantino soit le choix du consensus. Mais quel est M. Motsepe, excusez-moi. Mais quel est l'atout concernant M. Motsepe qu'il a mis au devant pour que les choix se fassent autour de lui? Parce qu'il y a également ça. C'est pas Gianni qui a mené les négociations. C'est ce que je vous dis. C'était moi qui présidais cette séance avec les Marocains. Voilà, nous sommes arrivés au Maroc, on nous a présenté le tableau. Et puis à partir de ce tableau-là, on s'est dit, bon, ok, on y va. Mais c'était quoi le tableau en fait, puisqu'il fallait choisir M. Motsepe? C'était quoi? Oui, c'était lui le candidat, disons, du consensus. C'est comme ça que je peux appeler ça. C'est pas Jacques Anouma, c'était pas Senghor, c'était encore moins mon jeune frère, le Yaya. Donc, on s'est mis très, très rapidement d'accord sur Motsepe, qui était quelqu'un de neuf. On s'est dit, bon, peut-être qu'avec ça, on va tenter l'expérience. Et c'est ce qu'on a fait. D'accord. Mais pour le moment, je pense que, personnellement, je ne le regrette pas. Nous sommes présents. Nous assistons à toutes les réunions du comité exécutif, au comité d'urgence. Et voilà, la Côte d'Ivoire est représentée. On me dit, ouais, mais pourquoi vous n'avez pas pris une place de vice-président? Pour moi, ce n'était pas important. Voilà. J'ai accepté le poste de conseiller spécial senior. C'est la première fois d'ailleurs que ce poste est créé. Voilà. On attend de faire le point d'ici quelques années pour voir si on a fait le bon choix ou pas. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec la direction de la CAF? Très, très bonne. Très, très bonne relation. En tout cas, moi, je suis là, pas seulement pour défendre la Côte d'Ivoire. Beaucoup de chefs d'État de la sous-région que j'ai rencontrés m'ont dit, bon, c'est bon d'y être pour représenter non seulement ton pays, mais toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà, parce qu'il est important d'avoir des personnalités de ton rang pour défendre les dossiers de cette Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'on fait modestement. Je pense que ça nous a manqué un moment, cette absence au niveau des instances. Ça nous a manqué. D'accord. Voilà, il y a des décisions qui nous sont tombées sur la tête sans qu'on ait pu le temps de réagir. Voilà. Allez, on va poursuivre avec un nouveau point, un nouvel axe qu'on va aborder avec vous, Président Jacques Anouma. On va parler de l'élection à la FIF. On a intitulé cet axe, donc, élection à la FIF, Anouma, juge ou parti.
Et on en arrive évidemment à notre question LGT. Jacques Anouma doit-il être neutre dans le processus électoral de la Fédération ivoirienne de football? Ça y est, vous pouvez, là c'est bon, vous pouvez commencer à nous appeler. C'est moi qui avais fait une petite erreur. 27 21 59 93 99. Il y a déjà du monde au standard, Président. On a Monsieur Doku qui est avec nous. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, Monsieur Doku? Ouais, ça va très bien. Doku Jean-Didier Dogo Dagnan, à Bangolo. De Bangolo, très bien. Bangolo. Ah ben super. Alors, Monsieur Doku, le président Jacques Anouma est là, avec nous sur le plateau. On parle du processus à l'élection à la FIF. Est-ce qu'il doit être neutre dans ce processus? Ok, tu as vraiment, excusez-moi, comme le disait tout à l'heure l'autre, vraiment c'est un honneur de prendre la parole devant M. Jacques Anouma, un grand homme du football ivoirien. Alors pour répondre à la question, M. Jacques Anouma doit rester sur son piédestal. Voilà. M. Jacques Anouma doit rester sur son piédestal par rapport à ces élections-là. Parce que c'est un monument du sport ivoirien, c'est une icône, c'est un grand. Vraiment, nous, on se reconnaît en lui. Quand on le voit, là, on a les larmes aux yeux. Pour tout ce qu'il a fait pour le football ivoirien. Donc, il ne faudrait pas qu'il se salisse pour descendre dans l'arène. Qu'il reste sur son piédestal. Par rapport à son poste qu'il occupe à la table, vraiment, c'est de descendre dans l'arène, se mêler à ces élections-là. C'est trop petit pour lui. Il n'a rien à voir dedans. Il n'a qu'à rester en haut là-bas. C'est un dieu. Un dieu vivant du football ivoirien. Voilà. D'accord. Bon, on a bien compris. Merci beaucoup. Vraiment, à Gabou. Ah oh. Ah oh. D'accord, merci. Bonne soirée. Bon, Président, Monsieur Doku a parlé. S'il l'a dit, c'est qu'ils sont plusieurs. Ils sont nombreux, certainement, à penser ça. Merci oui, allez-y. Merci, Tchad, de me donner l'occasion de vraiment donner ma position sur ce sujet-là. Voilà. Je suis le président d'un club qui s'appelle la FAD d'Abidjan. Ce club, je l'ai créé avec des amis. Nous étions 4. Dont Idriss Diallo, Sidi Diallo, paix à son âme, et le ministre actuel des Eaux et Forêts, Alain Obaï. Ça fait 20 ans aujourd'hui que nous avons créé cette équipe. Et M. Idriss Diallo est à mes côtés depuis plus de 20 ans. Quand il a décidé d'être candidat à l'élection de la FIF, évidemment, fondateur du club, premier vice-président, qui demande le parrainage de la FAD, il n'y a pas de raison qu'on ne lui accorde pas. Mais ça ne fait pas de lui notre candidat absolu. Parce que vous savez, vous avez posé des questions tout à l'heure au niveau de la CAF, mais j'ai vu des pays me donner le parrainage et me dire après que, Président, tu as eu le parrainage, mais on ne votera pas pour toi. On l'a vécu même en 2011, ici, avec les élections en 2011. Il y a des gens qui ont donné des parrainages et qui n'ont pas voté pour leur candidat, entre guillemets, le candidat qu'ils ont parrainé. Donc, le club AFAD a donné donc son parrainage, parce qu'il fallait donner un seul parrainage. Mais s'il fallait donner 3 parrainages aux 3 candidats, je l'aurais fait, parce que j'ai des relations particulières avec les 3 candidats. Donc, j'ai donné mon parrainage, c'est vrai, à M. Diallo, mais je me suis donné comme mission de faire en sorte que les 3 candidats puissent trouver un moyen, un accord pour diriger cette fédération. Parce que, vous savez, j'ai participé aux élections depuis 1991 dans la fédération. Ça a toujours laissé des traces qu'on n'a pas encore effacées. Voilà. Même moi qui me suis présenté en 1999 contre mon ami et frère Dieng Ousseynou, il y a des gens aujourd'hui qui étaient des partisans de feu Dieng Ousseynou qui ne me parlent même plus. Pareil, en 2002, quand je me suis présenté, mais les candidats que j'ai battus, il y en a un qui a complètement disparu
du football, l'autre est toujours dans le football, mais je ne suis pas son meilleur ami. Voilà, donc il y a des traces qui font que même l'élection de 2011, ça a laissé des traces aujourd'hui qui ont fait des dégâts. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'on aille à un consensus. Mais si le consensus ne se fait pas, on ira aux élections. Moi, je ne désigne pas le candidat qui doit gagner les élections, forcément. On m'a demandé d'aller à l'unité du football, de favoriser l'unité du football ivoirien, en présence du chef de l'État, par Gianni et par Boutsepe. Donc, je n'ai rien demandé. Donc, c'est cette mission-là que je vais essayer de faire. Mais pour moi, l'unité ne veut pas dire imposer un candidat ou d'aller à un consensus. Je l'ai expliqué samedi dernier lors du séminaire que Balater a organisé. Moi, l'unité, c'est d'abord l'unité autour du CONOR. Il faut les accompagner à aller au terme de leur mission. Et leur mission, c'est fin décembre, organiser des élections et partir. L'unité autour des textes qui vont régir la fédération. Voilà. Au mois d'octobre, il y a une assemblée générale sur les textes. Il faut qu'on soit unis pour sortir des textes consensuels. Ensuite, l'unité pour les élections, pour moi, c'est une élection apaisée, avec plusieurs candidats ou pas. Donc, je n'ai pas de choix à faire sur un candidat. Et je n'ai pas de choix, contrairement à ce que j'ai entendu quelquefois, même sur vos plateaux, dans des termes très violents. Je n'ai pas de choix. Et on ne m'a pas donné cette mission à la FIFA et à la CAF en ce qui concerne les élections en Côte d'Ivoire. D'accord. Jean-Philippe. Oui, Président, vous avez soulevé un point qui me paraît très essentiel au niveau de l'atmosphère du football ivoirien, je dirais là où les choses se décident. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est, je dirais, le GX qui a favorisé ou bien qui a accru un tout petit peu cette fracture au niveau des acteurs du football ivoirien? Mais cette fracture a toujours existé. Je pense que peut-être vous êtes un peu plus jeune que moi, mais c'est pour ça que j'ai dit, depuis les élections de 1991, il y a toujours eu cette fracture au sein du football ivoirien. C'est pour ça que j'ai dit, attention, essayons d'éviter cela. Essayons d'éviter cela. Même si là, vous organisez des élections avec 4-5 candidats, il n'y a aucune garantie pour la suite. Les vaincus vont peut-être 2 ans après s'organiser pour faire partir celui qui est là. Ça ne change rien. L'AFAD ayant signé le manifeste du GX, vous venez d'expliquer que même si l'AFAD a signé, ça n'engage pas votre personne. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait que votre club ait signé le manifeste d'appartenance au GX, cela ne vous mettrait pas peut-être en porte-à-faux au niveau de la médiation que vous essayez de mettre en place pour cette unité? Moi, je dis non. Mais j'ai du mal à mettre ça dans la tête de mes compatriotes. Le GX a été créé à un moment donné où vraiment il y avait une certaine crispation au niveau du football ivoirien. Je suis intervenu là-dessus. Voilà, j'avais expliqué à mes amis que la première victime, c'est moi d'abord. Parce que à chaque assemblée générale, j'étais vilipendé. J'ai supporté tout ça. Donc, il fallait sortir de cette situation. Heureusement qu'au niveau du GX, nous sommes intervenus pour qu'on ne parle plus de GX, mais on parle de rassemblement du football ivoirien. À partir du moment où le président Sidi Diallo, paix à son âme, a décidé de ne pas se présenter, j'ai demandé à nos amis du GX d'aller à l'union. Parce que quel que soit celui qui va gagner les élections, si c'est quelqu'un du GX, le camp en face créera une rébellion juste après. Si c'est Didier, je ne sais pas si les autres vont accepter aussi. Donc, mettons-nous ensemble et puis allons-y, sauvons le football ivoirien. Pour moi, c'est ça qui est important. Quel que soit celui qui va gagner ces élections, je suis président d'honneur de la Fédération ivoirienne. Donc, j'aurai à travailler avec cette personne. Et en tant que président de club, j'aurai aussi à travailler avec cette personne. Donc, je n'ai pas de préférence. Vraiment, je le dis vraiment avec sincérité. Je n'ai pas de préférence. Pour moi, dès le départ, c'était de faire en sorte que les trois candidats trouvent un moyen de se mettre ensemble et de nous faire avancer. D'accord. Allez, on a pas mal de monde au standard. On va prendre la direction de la frontière guinéenne. Mamadou Diomandé est avec nous. Bonsoir, Mamadou. Bon, tiens, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir.
Bon, vraiment, tout ça, je vous dis bravo d'avoir pêché un grand monsieur comme M. Jacques Anouma, un sage au plan de patriotisme, son amour pour son pays, et puis l'amour qu'il a attaché au football. Vraiment, je dis merci à la Croix. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Quand je salue M. le Président, M. Jacques Anouma, que j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Bonsoir, Président. Bonsoir. Bon, vraiment, tiens. Oui. Je dirais que ce monsieur-là mérite un grand respect dans le football ivoirien. Parce que c'est un gars qui a toute sa vie consacré sa vie pour le football en Côte d'Ivoire. Donc, ce monsieur-là, qui n'a pas la main dans le football ivoirien, c'est que le football ivoirien deviendra comme un apparatine. Et franchement, nous, Ivoiriens, sommes fiers de lui contre sa cause, emblème. On a une fierté de grand monsieur. On nous demande toujours que ce soit sur ce chemin par rapport aux dirigeants partis par là, qui n'écoute pas, qui pense à son pays, qui dit qu'il est le vrai patriote, il est un bon exemple pour être Ivoirien, pour nous les jeunes. Donc, vraiment, je lui dis merci. Il doit s'occuper de la fédération ivoirienne de football là. Il doit parler ce qu'il veut, il doit dire ce qu'il veut, il doit diriger, il doit traiter cette fédération-là. Donc, merci la Croix. Je vous remercie vraiment d'avoir donné ce grand monsieur-là. Moi, c'est une fierté pour moi. C'est un bonheur pour moi. C'est Dieu de nous dire rêver. Allez, bonne émission à vous. Merci beaucoup, Mamadou Diomandé. Merci Ça infiniment. risque de pas être comme ça tout le temps. Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Il dit ça risque de pas comme ça tout le temps. mais ils sont très sympas, nos téléspectateurs. Vous inquiétez Oui, pas. je les adore, je les adore. J'ai pas de sujet tabou. Je pense que Mais voilà, c'est important de... voilà, c'est important d'éclairer les gens parce qu'on a dit tellement de choses sur cette élection. Il faut qu'on y arrive. Voilà, avec un candidat ou 5 candidats. La démocratie aussi, c'est ça. Aller avec tous les candidats. D'accord. Allez, Boris. Président, vous disiez tout à l'heure que vous êtes investi de cette mission pour essayer de faire en sorte que les 3 candidats puissent se mettre ensemble. À quel moment vous décidez de vous investir à fond pour cette quête? Non, je dois corriger. On ne m'a pas donné la mission de faire en sorte que les 3 candidats soient ensemble. C'est vous qui avez décidé vous-même? Non, je n'ai rien décidé. OK. Je vous le dis encore, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Nous étions dans le cabinet du chef de l'État, bon, je trahis un secret quand même, et c'est là que j'apprends par le président Gianni, qui informe le président de la République qu'il souhaiterait que je m'implique plus dans la procédure pour que le football ivoirien soit uni, d'utiliser donc ma sagesse et tout. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise là? J'ai dit OK, il n'y a pas de souci, j'accepte la mission, et surtout que le chef de l'État lui-même l'a appuyé. Donc, ce qu'on m'a demandé, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'unité dans le football ivoirien. Pas un consensus, qu'il y ait l'unité. Et j'insiste sur le mot unité. Allons unis autour des textes qui sera notre Bible pour les prochaines années. Parce que si vous allez à des élections et avec un comité électoral qui ne sait même pas appliquer les textes de la fédération, mais on va revenir au même sujet, à la même chose qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Mais quand vous parlez d'unité, l'unité va se baser sur quoi? Vous parlez des textes, d'accord, mais on va à l'unité pourquoi? On va à l'unité auprès de qui? Autour de qui? Parce que c'est aussi une réalité. Autour du football ivoirien. Autour du football ivoirien. Et pas autour d'un individu. Mais et ça, j'insiste là-dessus. Je ne fais pas l'unité autour d'un individu. Voilà. Que ce soit Sori, que ce soit Idriss Diallo, que ce soit Didier Drogba, toutes ces 3 personnalités ont travaillé avec moi. Je connais leurs capacités. Je sais ce sur quoi ils peuvent évoluer, faire évoluer la Côte d'Ivoire. On a 3 bons candidats. Ce serait dommage que par des élections, on en perde 2 et qu'ils sortent complètement du jeu. Moi, c'est ça mon souci. Je voudrais que tout le monde se mette ensemble. Que ce soit Didier qui soit président, bon, pourquoi pas. Puis c'est Idriss, ce sera le choix des clubs. Mais là aussi, il ne faut pas oublier que ce n'est pas moi qui choisis. Il y a 81 personnes qui doivent décider de l'avenir du football ivoirien. 81 personnes. Donc tout ce qu'on entend autour,
Beaucoup de bruit, peut-être pour rien. Oui, mais on a le sentiment que cette mission... monsieur, Boris, tout le monde voudrait poser des questions. Allez-y. Président, je veux revenir sur un élément. Vous avez parlé des textes qui seront bientôt, je dirais, votés par les membres actifs de la Fédération ivoirienne de football. D'ailleurs, c'est le 18 septembre prochain. Les textes existants actuellement, qui ont été, je dirais, choisis sous votre mandat, quelles sont les limites de ces textes aujourd'hui pour que le comité de normalisation puisse travailler sur des textes nouveaux? Écoutez, quand je discute avec tous les acteurs du football ivoirien, les textes que nous avons mis en place en 2011, nous l'avons fait avec la FIFA. Les textes sont bons. Ils sont bons. C'était simplement une question d'interprétation. Où les gens ont fauté, c'est l'interprétation des parrainages. Effectivement. Voilà. Mais là où on saisit la FIFA, avec les mêmes textes comme base, n'aurait-il pas été judicieux pour la FIFA de répondre en fonction de ces textes-là et de décider, par exemple, de valider les candidatures invalidées pour que le processus puisse se poursuivre plutôt que d'invalider tout le processus pour mettre en place un comité de normalisation? Écoutez, la FIFA a pris cette décision après avoir entendu tous les acteurs. Ils ont interrogé tout le monde. Donc c'est à partir de cette enquête-là que la FIFA a décidé de mettre en place la normalisation. Évidemment, pour les puristes que nous sommes, la chose la plus facile à faire aurait été d'aller au recours, Voilà. et puis le recours allait trancher. Mais ça n'a pas été le cas, on nous a mis une normalisation. Bon, ok. Sortons rapidement de cette normalisation. Et à mon avis, et je le dis vraiment par rapport à l'expérience que j'ai de ce milieu, il n'y a pas grand-chose à changer. Il n'y a pas grand-chose à changer. Il faut déjà se mettre d'accord sur ce qu'on entend par parrainage. Faire comme la FIFA ou la CAF. On ne donne pas 2 parrainages à un club. Si vous donnez 2 parrainages à un candidat, c'est annulé. La FIFA et la CAF le font. Pourquoi nous, ici, on a essayé d'interpréter autre chose? Voilà, tout est parti de là. Donc revenons à des choses normales. Mettons les textes de la FIFA et de la CAF dans nos textes. Si on change cela, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Le parrainage des entraîneurs, des médecins, je trouve que c'est peut-être l'erreur que nous avons commise en 2011. En intégrant les groupements d'intérêt. Voilà, parce que ce sont des employés, la plupart. Donc vous ne pouvez pas demander aux employés de prendre une position contraire à leur employeur. Voilà, ils sont des partenaires de la fédération. Pour moi, ils ne devaient pas parrainer un candidat. Donc c'est fini les ça, c'est mon avis. Messieurs. Mais président, quand même, dans les textes... Non, Ivoris, là, je vais vous mettre un joli carton. S'il vous plaît, la question quand même à son sens. Merci. Allez, on a demandé aux Ivoiriens, aux Abidjanais, si Jacques Anouma doit être neutre dans le processus électoral de la FIF. Eh bien, voici ce qu'ils ont répondu. Jacques Anouma, selon moi, il doit être un médiateur. Parce que déjà, jusqu'à présent, on ne l'a pas encore vu se prononcer sur ce problème. Il pense que, d'abord, c'est un monsieur qui est sage. Ça d'abord, ça salue. Il salue son comportement. Parce que jusqu'à présent, il ne doit pas prononcer sur ce problème. Mais, bon, actuellement, il pense que c'est la seule personne qui peut réunir les enfants. Les unis, puis trouver un terrain d'entente. Jacques Anouma fait partie du football ivoirien, c'est vrai. Il a joué, il a vraiment apporté beaucoup de football ivoirien. Moi, à mon avis, je ne veux pas qu'il soit... Je veux pour moi qu'il soit neutre et encore apporter lui son soutien, mais non pas un parti pris. Parce que s'il choisit un parti pris, là, moi, je pense que dans le processus, ce n'est pas normal. Voilà. Mais il a aussi quelque chose à apporter dans le football ivoirien pour que le football ivoirien est vraiment à un niveau vraiment bien avancé. C'est plus important. Donc on a besoin aussi de son assistance aussi dans le football ivoirien, mais non pas de parti pris. Je crois que Jacques Anouma a déjà une expérience en ce qui concerne le foot ou tout ça. Moi je crois qu'il doit donner des conseils à la nouvelle génération, aux personnes qui veulent s'intégrer dans le domaine du football, donner des conseils puisqu'il a déjà une forte expérience. Et je crois que ces conseils pourront vraiment aider ceux qui veulent se mettre dans le domaine du football, tout ça. Jacques Anouma n'est pas neutre. Voilà. Donc, il n'est pas neutre.
parce qu'il a déjà parrainé quelqu'un. Donc il n'est pas neutre. Bon voilà, hein, ce sont les Ivoiriens qui se sont exprimés. Je dois vous dire que sur le plateau, hein, pendant la vidéo, le débat continuait, mais Président, ce sera l'occasion pour vous de revenir et de poursuivre hein, sur cette élection. Je comprends, mais les deux journalistes qui sont avec moi, en tant que président de la FAD, donner un parrainage à un candidat, ça perturbe un peu l'opinion publique. Mais c'est pour ça que je dis, je les rassure. Je mets tout mon poids dans la balance pour faire en sorte que les choses se passent paisiblement. Je le dis aux Ivoiriens, Sori et Idriss, qui ont été mes vice-présidents, je les ai reçus à plusieurs reprises à la maison pour essayer de trouver un terrain d'entente en intégrant même Didier Drogba dans la discussion. Voilà, mettez-vous ensemble, à la limite, enfermez-les dans une pièce quelque part et puis qu'ils sortent là avec un nom, comme on l'a fait au Maroc, nous. Voilà. Allez, on va poursuivre. Hein. On va passer à l'axe 4, intitulé « Football ivoirien, symphonie inachevée ». Alors, président, vous êtes président donc, de la FAD, 3e du dernier championnat de Ligue 1. Bravo, félicitations. C'est excellent. Vous êtes un acteur donc, du football national. À ce titre, comment expliquez-vous la précarité dans laquelle baignent les clubs ivoiriens dans leur majorité? C'est pour cela que vous voyez, c'est une question de modèle économique. Nous avons toujours dirigé nos clubs avec en majorité des mécènes. Voilà, c'est des mécènes qui viennent avec leur argent, qui créent une équipe, et puis bon... qui dirige ce club-là. Je l'ai dit, ce modèle économique est complètement dépassé. À la Zinsou, à la Mondon, à la Jacques Anouma, tout ça, c'est fini. Voilà. Moi, ça fait près de 4 ans que je ne mets pas un franc dans le club. Tout simplement parce que nous sommes organisés autrement pour faire en sorte que ce ne soit pas le président toujours qui... voilà. Et quand le maire de la commune... du plateau m'a tendu cette perche, mais je l'ai saisie. Parce que c'est quelque chose que je souhaitais depuis mon passage à la fédération, d'intégrer les municipalités et les conseils régionaux dans les clubs, surtout de l'intérieur. Voilà. Cette précarité, il faut savoir que on n'aura pas de solution dans l'immédiat. Je vais vous donner un exemple que je connais, c'est le mien. La saison 2019, avec un budget de pratiquement 200 millions, les recettes au guichet ont rapporté au club moins de 600 000. Sur toute la saison? Et toute la saison. C'est-à-dire, si on fait une moyenne, à peu près un peu moins de 25 000 francs par match. Il faut payer les primes, il faut payer les déplacements. Donc, si vous prenez un budget de 200 millions, avec la fédération, vous avez déjà 70 millions en moins. La LONASI, ça fait 75 millions à peu près. Mais la différence, les 125 millions, il faut les trouver. Donc on les compense avec soit des transferts, soit avec des sponsors, soit avec les municipalités. Voilà. Donc maintenant, il faut faire en sorte que ces modèles économiques-là disparaissent et fassent place à des partenariats avec soit des opérateurs économiques modèle FC San Pedro, soit le choix que nous avons fait, c'est-à-dire avec la municipalité, une municipalité, on a choisi celle du plateau où nous sommes installés. D'accord. Voilà. Président, vous avez suscité la création de la parafiscalité, qui d'abord devait toucher uniquement le football, mais vous avez été approché par vos pairs à l'époque et vous avez élargi ça aux autres fédérations. Cette parafiscalité aurait dû apporter un souffle nouveau à toutes les institutions sportives en Côte d'Ivoire, mais on a l'impression que malgré sa présence, les clubs n'arrivent pas à décoller, l'activité sportive n'arrive pas à décoller. Est-ce que vous ne pensez pas que ça a créé l'effet inverse? C'est-à-dire ça nous a engendré des dirigeants paresseux, entre guillemets, qui ne font pratiquement plus aucun effort pour pouvoir boucler leur budget et attendre uniquement la parafiscalité pour faire vivre leur activité sportive. La parafiscalité ne fait pas vivre les clubs. Quand nous avons créé la parafiscalité, c'est surtout pour le fonctionnement de la fédération. Parce que n'oublie pas qu'il y a le fonctionnement de la fédération. Il y a l'équipe nationale qui doit vivre. Et puis il y a les subventions au niveau des clubs. Donc, quand vous prenez tout ça l'un dans l'autre, la parafiscalité ne règle pas tous les problèmes.
Voilà. Allez-y, par exemple, au Maroc ou en Algérie, mais l'État intervient dans le financement des clubs. Quand moi, mes amis marocains me disent que l'État donne pratiquement $1 million, $1 million au club marocain, je ne sais pas si c'est la réalité, mais c'est énorme. Aucun club ivoirien n'a ce budget, en dehors de la SEC Mimosa. Donc voilà, donc, la parafiscalité seule ne pourra pas sauver le football ivoirien. Avec les recettes que nous avons, c'est pas possible. Et il y a encore des clubs qui vivent simplement de la subvention de la Fédération ivoirienne de football. Mais justement, Président, vous parlez de la sélection et des différents clubs. Certains critiques estiment que sous votre mandat, vous avez fait plus la part belle à la sélection qu'au club. Et que les revenus, les recettes que vous obteniez avec les différents matchs des éléphants de Côte d'Ivoire n'étaient pas repartis au niveau des clubs. Raison pour laquelle ces équipes ivoiriennes, que ce soit en Ligue 1, Ligue 2 ou en D3, je dis, pataugent encore, ont des difficultés au niveau financier. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais le sponsoring des opérateurs économiques avec la Fédération permet de compléter ce que l'État met à la disposition de la Fédération. Parce que l'État ne finance pas toutes les demandes de la Fédération. Donc, ce sponsoring-là permet de combler le trou. On me dit, oui, vous avez pris tous les sponsors, ça fait que nous, on ne peut pas avoir un sponsor. Chers amis, vous croyez que la FAD, que moi je dirige, qui n'a même pas 25 supporters, je vais trouver quelle entreprise digne de ce nom pour nous sponsoriser? Ce n'est pas du mécénat qu'ils font. Il faut avoir quand même des supporters. Il y a une offre, il y a une demande. 25 supporters, qu'est-ce que vous voulez faire pour une entreprise? Je dis, actuellement, nous vivons d'un sponsoring relationnel. C'est surtout relationnel. L'équipe nationale, c'est autre chose. Parce que là-bas, vous avez quand même des vedettes, vous avez la notion de citoyenneté qu'on met en face des entreprises. Et puis, quand vous regardez les matchs de l'équipe nationale, effectivement, il y a quand même du monde au stade. Il y a une communication qui est faite autour. Voilà, c'est pour ça que les sponsors viennent avec l'équipe nationale. Mais cet argent ne permet pas seulement de financer l'équipe nationale, ça permet aussi de financer les déficits au niveau de la fédération. La D3 n'est pas sponsorisée. La D2 n'est pas sponsorisée. La division régionale n'est pas sponsorisée. Donc, c'est tous ces moyens que nous prenons au niveau de l'équipe nationale qui nous permettent de financer l'organisation de ces ligues-là. Voilà, donc, il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il y a beaucoup d'argent et que c'est l'équipe nationale seule qui bénéficie. L'équipe nationale, dans l'année, c'est quoi? C'est 5 matchs, grand maximum. Mais vous avez des contrats de sponsoring, quelquefois de 500, 600, 700 millions, mais qui permettent effectivement d'organiser les compétitions de la Ligue 2, la Ligue 3, la division régionale et championnat des jeunes quand il y en a. D'accord.